Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel UX Days, le 12e qui cette fois-ci sera exceptionnellement webinaire. Et donc ce soir, on va parler d'UX Design et taux de conversion, un nouveau sujet qu'on n'avait pas encore pu aborder jusqu'ici. Bon déjà, on va commencer par vous dire qu'on est quand même content de vous revoir pour cette UX Days parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on ne s'est pas vu, puisque, comme vous le savez, le coronavirus est passé par là et nous a empêchés de pouvoir faire des événements qui rassemblent du monde comme on aime bien les faire. Et donc, exceptionnellement, ce soir, on s'est dit qu'on avait très envie de relancer la machine. On avait en plus deux oratrices qui étaient très motivées. Donc, du coup, on a choisi le format de ce webinaire à tester avec vous pour ce nouvel UX Days. 1998 et 1947, c'est pas la date de notre première victoire en Coupe du Monde ni le début de la guerre froide, mais c'est votre nombre qui continue de grossir. On est bientôt à 2000 personnes, grosso modo, qui suivent UXREN. Donc, c'est chouette. Ça roule toujours, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu trop d'événements dernièrement, comme je le disais. Mais on est content de voir qu'il y a toujours autant de gens qui s'intéressent à ce sujet. Rapidement, on va faire un petit coucou et un petit merci à l'agence UNAWeb, qui est encore notre sponsor sur cet événement, et qui en plus nous héberge ici, nous prête la solution qui nous permet de faire ce webinaire. On a du monde en régie là, qui s'occupe de ça. Donc, merci à eux, c'est très sympa. Précédemment, avec UXREN, il s'est passé des choses et vous allez voir que ça fait mal, puisque la dernière fois que l'on s'est vu, c'était en juin 2019 pour un événement au Tabor, dans le cadre de 360 possibles. Donc, ça commence à dater. On a hâte de pouvoir refaire des événements comme ça. En attendant, on est bien content de pouvoir utiliser la solution webinaire, comme ce soir. Il y a un événement qui a été reporté, j'en parle rapidement. C'était cette UX Days qui devait être l'UX Days 12, qui est remplacé par celui de ce soir, qui était designer d'intérêt général. Il est reporté, on fera en sorte de pouvoir le refaire parce que le sujet est vraiment intéressant. On vous tiendra au courant quand on pourra refaire ça en mode salle de conf. Et ce soir, non, ce n'est pas reporté. Donc, je les présente rapidement. Nous allons avoir affaire ce soir à Ali Zero, qui est designer UX à l'agence UNAWeb, et à Justine Nicole, sa collègue, qui est UX Researcher à l'agence UNAWeb également. Donc ce soir, on va parler de taux de conversion et du UX. On va essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau de nos utilisateurs, bien comprendre le cerveau de nos utilisateurs va permettre d'améliorer les taux de conversion. C'est parti, je vous laisse, je retourne en régie rejoindre Audrey qui m'attend. Merci. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonne soirée. Merci Damien. Du coup, comme l'a dit Damien, on va parler ce soir de taux de conversion et d'UX. Donc en fait, on va parler des leviers de performance qui se trouvent dans le cerveau de nos utilisateurs. Il y aura peut-être une redite pour certains, puisque finalement, c'est un webinaire qu'on a fait pour l'agence il y a à peu près 4 mois de ça. Donc, il y a quelques petites nouveautés dans les slides, mais globalement, pour ceux qui ont déjà vu ce webinaire, ce sera du coup un rappel. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Alizée, je suis UI UX designer à l'agence UNAWeb. Et en fait, je suis en charge de la conception centrée utilisateur. Et j'ai toujours eu en fait un faible pour comprendre les mécanismes du cerveau et les enjeux d'appliquer ces principes psychologiques sur le web. Donc, c'est ce qui m'amène à aussi animer cette conférence ce soir. Et du coup, donc je suis Justine Nicole, je suis UX Researcher à l'agence UNAWeb. Donc, mon travail consiste principalement à faire de la recherche utilisateur pour adapter les interfaces aux besoins utilisateurs. Du coup, pendant cette heure qu'on va passer avec vous, on va voir plusieurs choses. Le but, quand on parle de taux de conversion, c'est d'abord de faire une petite intro sur le chiffre d'affaires. Donc, on va reprendre un petit peu le chiffre d'affaires, c'est quoi? Ce qui nous amènera du coup à parler du taux de conversion, de l'objectif de l'UX avec ce taux de conversion. Il y aura quelques exemples et chiffres clés des grands acteurs du secteur. Et puis Justine enchaînera sur les astuces et principes qui rythment un peu nos quotidiens à l'agence. On parlera de la manière de faire comprendre de manière ludique aussi ces astuces et principes. Et puis on finira par évaluer votre site internet, vous donner des astuces sur le sujet. Si vous avez des questions tout au long de cette présentation, il y aura une partie questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le petit chat qui se trouve du coup sur le logiciel, et Damien et Audrey qui sont de l'autre côté pourront les mettre de côté et on pourra y répondre à la fin.
On va commencer par forcément Tim Cook, PDG d'Apple, grand patron. En fait, comme tout grand patron aujourd'hui et même plus petit patron, on va forcément se poser une question qui va être comment augmenter mon chiffre d'affaires? Eh bien, un bref rappel déjà sur le sujet, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme du prix de vente multiplié par les quantités vendues. En fait, il est égal au montant de l'ensemble des transactions qui sont réalisées par une entreprise avec des tiers dans le cadre d'une activité normale et courante et au cours d'un exercice comptable, c'est-à-dire un an. En plus clair, ça donne quoi? En fait, le chiffre d'affaires ou le CA, c'est simplement la somme des ventes de biens ou de services et finalement, c'est le premier indicateur de performance des ventes d'une entreprise. Si par exemple, en une journée, un magasin a vendu 30 produits à 20 € et 10 à 40 €, le chiffre d'affaires s'élève à 1 000 €. On va multiplier le nombre de produits par le prix de vente. Maintenant, comment augmenter ce chiffre d'affaires? On a réalisé un petit schéma qui est sous forme d'entonnoir et qui représente grosso modo le parcours le plus long qu'un utilisateur va faire en allant sur votre site internet. Il peut prendre bien sûr des raccourcis. On peut très bien de Google, d'un moteur de recherche, arriver directement sur la fiche produit ou sur le catalogue. Donc là, on part vraiment du principe qu'il arrive sur votre site en passant par les résultats de Google et en allant sur votre page d'accueil. Donc on voit les différentes strates finalement que l'utilisateur va pouvoir parcourir, de la visibilité, donc de la page SEO de Google par exemple. Il va rentrer sur votre page d'accueil, il va ensuite consulter le catalogue, si on parle d'un site e-commerce, il va aller sur la fiche produit, et ensuite il va passer sur toutes les étapes d'inscription, calcul des frais de port, livraison, pour avoir son achat finalisé tout à la fin. Pour augmenter l'achat final, finalement, on a 3 leviers qui existent. On va augmenter le nombre de visiteurs. Donc, augmenter le nombre de visiteurs, ça va être par exemple augmenter la stratégie SEO, faire des actions de marketing, de publicité, on va envoyer des newsletters ou des emails, et puis on va faire par exemple des articles de blog. Ce qui va faire que du coup, on a plus d'utilisateurs à accéder à notre page d'accueil de site internet puisqu'on a eu plus de visibilité. La deuxième étape, on va dire, ça va être d'augmenter le prix d'un ou plusieurs produits. En fait, vous allez pouvoir tester graduellement d'augmenter le prix d'un produit jusqu'à ce que la baisse des ventes ne compense plus l'augmentation du prix. Troisième étape, ça va être du coup d'augmenter le taux de conversion, et c'est ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, en facilitant l'achat, en rendant le CTA, par exemple, beaucoup plus visible que ce qu'il ne peut être actuellement, en rassurant un utilisateur et en diminuant, par exemple, la douleur associée au paiement, quand on va avoir, au moment des frais de port, le paiement qui s'ajoute dans notre panier, pour éviter aussi l'abandon de panier. Du coup, le taux de conversion dans tout ça, on va faire une petite rapide définition, mais le taux de conversion d'un site web, ça désigne le plus souvent un ratio qui donne le pourcentage de visiteurs qui réalisent un achat au cours de la visite d'un site ou suivant un certain laps de temps après la visite. Par exemple, si 1000 personnes ont visité votre site le mois dernier, mais que seulement 10 ont acheté un nouveau produit, en fait, le taux de conversion, c'est de 10 divisé par 1000, c'est-à-dire de 1%. Ça, c'est vraiment en e-commerce. En fait, c'est le nombre de visiteurs qui ont acheté un produit ou un service par rapport au trafic total. Et pour connaître ce taux de conversion-là, c'est 1%. La façon la plus simple, la plus rapide et efficace, c'est de vous fier aux rapports qui sont générés dans Google Analytics. Il y a d'autres outils d'analyse que je ne connais pas très bien pour le coup, mais comme Piwix, At Internet ou Adobe Analytics, qui peuvent aussi vous apporter des réponses. Et l'avantage, c'est que de les utiliser en complément de Google Analytics, ça permet de croiser des données et du coup de lisser d'éventuelles erreurs. Donc ça évite un peu les hypothèses. Pour le taux de conversion, il peut s'agir, donc là on parle d'un site e-commerce, donc de l'achat d'un produit, mais il peut aussi s'agir de la complétion d'un formulaire, d'une inscription à une newsletter, de la création d'un compte, d'un comportement type de visite ou même de toute autre action recherchée dans le cadre d'une démarche, qu'elle soit marketing ou commerciale. En gros, convertir, ça veut dire inciter le visiteur à réaliser une action sur votre site internet. Et ça permet de savoir si vos pages web permettent d'atteindre votre objectif, qui est donc le but ultime. En fait, c'est vraiment la meilleure façon de mesurer votre succès.
Le but, c'est pas seulement d'attirer du trafic vers votre site, mais d'amener des utilisateurs à concrétiser leur achat ou à concrétiser un contact pour transformer ces simples visiteurs en clients. Si je reprends mon petit schéma qu'on avait tout à l'heure, donc on a symbolisé par exemple les utilisateurs à rentrer sur votre site internet via Google puis la page d'accueil par ces petites pastilles de couleurs. On imagine par exemple que chaque pastille est un groupe de 5-6 utilisateurs. On va se rendre compte en analysant les données de Google Analytics qu'on a pas mal de monde à rentrer sur notre page d'accueil. Donc niveau visibilité, finalement, on n'est pas si mal. Donc on va peut-être travailler un autre levier. On voit ensuite que sur la page d'accueil, il y a un petit peu, il y a du monde qui y reste, mais qui part quand même par rapport à ce qu'on a sur le catalogue, la fiche produit, l'inscription, frais de port, livraison, jusqu'à l'achat final où finalement on n'a qu'un groupe d'utilisateurs qui va acheter le produit. Du coup, on se rend compte qu'on perd sur une certaine strate pas mal d'utilisateurs. Et c'est là qu'on va creuser pour savoir d'où vient le problème. Ça permet vraiment de trouver les problèmes à un moment donné dans le tunnel, de savoir s'il y a des utilisateurs qui se retrouvent bloqués et s'il y a des freins pour finalement passer à l'action et concrétiser un achat. On peut se dire que peut-être là, sur la fiche produit, il y a un CTA qui est peut-être mal placé ou pas visible. Il y a peut-être un contenu sur le produit qui est manquant comparé par exemple à un concurrent. Et on va pouvoir peut-être avoir un manque de réassurance à ce niveau-là qui fait qu'on ne va pas oser aller au panier. Qu'est-ce qu'un taux de conversion acceptable? Ça, c'est la question qu'on peut tous se poser. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais taux de conversion. Parce qu'il faut pouvoir le comparer à vos concurrents. Il y a plein de secteurs d'activité qui ont leur propre taux de conversion moyen et la réponse est vraiment à nuancer. Il ne faut jamais vous comparer à une moyenne globale. En fait, un taux de conversion élevé pour un secteur d'activité peut être complètement faible pour un autre. Et tout ça, ça va dépendre de plusieurs choses. On va, par exemple, prendre en compte la nature du produit ou du service. On va prendre, par exemple, aussi en compte le prix, le positionnement, la localisation et même la compatibilité avec les devices. Selon des études récentes, le taux de conversion moyen sur un site, c'est à peu près de 2%, tout secteur confondu. Donc tout à l'heure, avec nos 1%, ça peut paraître faible, mais finalement pas tant que ça. Et les sites marchands les plus performants et la stratégie bien rodée, forcément, avoisinent les 13 à 14% de conversion. Pour savoir à peu près comment vous situer, il y a différentes études qui sont réalisées chaque année par des organismes qui sont plus ou moins officiels pour comparer les moyennes par secteur. Et en France, on a la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et une fois que vous savez comment vous vous situez par rapport à la moyenne, eh bien, vous pouvez essayer d'améliorer votre taux de conversion en ciblant les 10% des meilleurs acteurs de votre secteur. Ça permet d'avoir vraiment un but. L'objectif de l'UX, eh bien, en fait, l'UX, il s'agit de l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour parvenir à un résultat pertinent et efficient pour atteindre ses objectifs, qu'ils soient stratégiques, business, marketing, tout en ayant apporté une réponse aux besoins de vos utilisateurs. En fait, c'est une technique qui va viser à analyser et anticiper les attentes des consommateurs pour mettre en place un site internet ou une application adaptée dans le but de vous créer un produit qui soit usuel, accessible et efficace. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants lorsqu'ils visitent un site internet et de plus en plus volatiles. Est-ce que vous saviez que les 10 premières secondes sont cruciales dans la décision d'un utilisateur de quitter ou de rester sur le site internet qu'il est en train de consulter? Si on va même dans les petites lignes, on parle même de 8 secondes d'attention lorsqu'ils arrivent sur une nouvelle page. Il faut savoir que passé ces 10 premières secondes du coup d'attention, les utilisateurs vont regarder plus en détail le site, mais ils sont susceptibles de partir à nouveau dans les 20 secondes qui suivent. Et la courbe se stabilise à peu près à 30 secondes. On va perdre encore des utilisateurs, mais beaucoup moins rapidement que les premières secondes du départ. Chez Lunaweb, par exemple, on a une petite astuce aussi, lors de nos tests utilisateurs, on a pour habitude sur certains projets de réaliser ce qu'on appelle les tests de première impression. Et en fait, ça consiste à montrer uniquement l'entrée d'une page, parfois, enfin même souvent la page d'accueil, pendant 5 secondes sans scroller, et de demander à l'utilisateur ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il a repéré, quels mots-clés il arrive à dégager et quelle émotion ça a pu lui véhiculer.
Et ça nous permet du coup de savoir si cette première impression, elle est positive ou à l'inverse négative et quelle émotion elle dégage. Forcément, les conséquences d'une UX mal pensée sont impactantes. On va avoir une perte de trafic, un manque de notoriété et de visibilité, un impact qui est négatif sur l'image de marque et la crédibilité de l'entreprise, et forcément un manque à gagner, voire une baisse du chiffre d'affaires. Donc tout ça, c'est finalement ce qu'on ne veut pas faire. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'UX, on parle beaucoup du coup de l'expérience utilisateur pour fluidifier le parcours des utilisateurs et pour le simplifier, mais c'est aussi au service des entreprises. C'est-à-dire qu'en fluidifiant le parcours d'un utilisateur, celui-ci va atteindre plus facilement son but et donc va passer à l'action également plus facilement. Et du coup, votre chiffre d'affaires va augmenter. Donc, on va le fidéliser. Mais finalement, l'UX design, ce n'est pas de la magie. En fait, ça regroupe des principes de conception qui permettent de rendre le site plus fluide, plus intuitif, plus utilisable, plus accessible et plus agréable. Et c'est cette clé qui est là pour augmenter l'efficacité du site web et augmenter le ROI. Il y a une raison, en fait, pour laquelle on revient au même café chaque semaine. Alors, même si en ce moment, le café, c'est un peu difficile d'y aller, mais finalement, vous avez 2 cafés pas très loin de chez vous. Vous préférez vous rendre dans l'un plus que dans l'autre, même si vous payez votre café un petit peu plus cher. Peut-être parce que le serveur est souriant, peut-être parce que la musique n'est pas trop forte, peut-être parce que la déco est jolie. Et en fait, la raison qui fait que vous allez dans ce café-là, c'est la même que lorsqu'on prend l'habitude de nous rendre systématiquement chez le même coiffeur, le même magasin ou même le même restaurant. En fait, les commerçants, ils ont créé une expérience qui est positive et qui, du coup, engendre la fidélité de la clientèle. Pour transformer le maximum de visiteurs en clients, il est donc nécessaire d'identifier des éléments qui freinent l'achat. Et c'est ce que les personas nous permettent de faire. Il faut vous mettre à la place de votre clientèle cible pour travailler les éléments du parcours utilisateur à améliorer. En fait, le persona que vous voyez là en exemple, il représente un portrait fictif de votre clientèle cible et sa définition consiste à déterminer ses problématiques, ses freins et ses habitudes dans son acte d'achat ou dans son parcours sur votre site internet. Vous pouvez, par exemple, déjà travailler sur un persona principal et des personas secondaires, mais il est primordial de baser ces données sur des faits, des observations et non que des intuitions. Vous pouvez faire, par exemple, aussi auditer votre site web, mais ça, du coup, Justine l'abordera tout à l'heure. Et en fait, de ces personas, il faut en dégager des conclusions comportementales qui vont vous permettre de travailler le parcours du mieux possible. Si je prends quelques exemples, donc 3 grands exemples notamment, on a ce fameux Amazon que tout le monde connaît. Eh bien, Amazon gagne 300 millions de dollars la première année en changeant l'intitulé d'un bouton. C'est une histoire qui est très connue, mais dans ce webinaire-là, on ne peut pas passer à côté de ça. En fait, ce qu'a fait Amazon, c'est qu'une fois que la liste des produits a été mise au panier, les utilisateurs, en fait, ils cliquaient sur le bouton payer. Et ils étaient redirigés vers une page de connexion toute bête avec email, mot de passe, un bouton de login et un bouton s'enregistrer. Et en fait, ça avait été fait pour fluidifier le parcours d'un client Amazon, pour qu'une fois connecté, ça garde en mémoire les infos de l'utilisateur et qu'il n'ait plus à réitérer l'opération par la suite lors de futurs achats. Ils ont fait des tests utilisateurs et il s'est avéré que les clients ne voulaient pas s'inscrire et que ceux qui avaient un compte rencontraient des difficultés pour se loguer de nouveau, parce qu'on ne trouve pas le bon mot de passe, parce que c'est peut-être pas l'adresse email qui avait été utilisée pour créer le compte, etc. Donc, ce qu'a fait Amazon suite à ces tests utilisateurs, c'est qu'il a supprimé le bouton « Enregistrer » et il l'a remplacé par un bouton « Continuer » avec une phrase explicative en disant qu'on pouvait commander sans avoir de compte et que le compte pouvait être créé après le paiement. Et en fait, c'est ça qui a permis de faire une hausse des ventes de 45%. Les utilisateurs, en fait, n'ont pas créé de compte au départ et ils ont vraiment payé leurs achats et c'est à la fin qu'on leur a proposé de créer un compte. Il y a du coup Bing qui a généré 80 millions de dollars de revenus additionnels grâce au choix d'un bleu réellement spécifique. Donc pareil, lorsque Microsoft a conçu ce qui allait devenir Bing, il a testé un grand nombre de couleurs. Et en fait, celle qui intéressait le plus les utilisateurs était le bleu. La version précédente du moteur de recherche, en fait, ils avaient une nuance de bleu bien plus claire et après des tests, il s'est avéré que le bleu manquait en gros de confiance en lui.
Et donc, les utilisateurs n'étaient pas assez engagés pour cliquer sur ces différents liens. Et du coup, un autre exemple, celui du routard, qui après une refonte de sa page d'accueil, a diminué son taux de rebond de 14%. Je vais passer la parole à Justine pour vous dévoiler quelques astuces et principes parmi tant d'autres, mais qui nourrit et rythme un peu notre quotidien à l'agence. Merci, Alizé. Donc, effectivement, pour faciliter l'expérience utilisateur en conception d'interface, il est important de prendre en compte l'utilisateur et donc plus particulièrement de s'adapter à son cerveau, donc au cerveau humain. Donc, pour ça, il est aussi important de se baser sur les principes psychologiques et les critères ergonomiques. Et donc, vous allez avoir maintenant un quiz sur qui sont Bastien et Scapin. Je vous passe le quiz. Ah oui, il n'y a pas le son. Oui. Attends. Si tu veux bien le mettre. Ouais. Est-ce que c'est bon? Ça va pas trop interférer, ça va? Vous nous entendez, Damien Audrey? Oui. Damien Audrey? Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas dans la même pièce avec Alizé et Justine, mais tout marche de notre côté aussi. Donc, nous allons mettre fin à ce petit vote. C'est parti. C'est bon? Ok. On peut donner la réponse? Très bien. Donc, Bastien et Scapin, ce sont des chercheurs en psychologie ergonomie cognitive. Et donc, eux, ils s'intéressent à l'UX dans les interactions homme-machine. D'ailleurs, ils ont des heuristiques, des critères qui sont parus en 1993 et qui sont aujourd'hui de véritables références en fait, lors de l'audit UX d'une interface. Toujours intéressant, ouais. Très bien. Donc, premier principe, avec le temps de chargement et réponse à l'action de l'utilisateur, c'est le feedback immédiat. Le feedback immédiat, c'est la réponse immédiate du système pour indiquer à l'utilisateur que son action est bien prise en compte. Pour vous donner un exemple très concret, je suis sûre que vous avez déjà toutes et tous cliqué de façon très répétée sur un bouton sans voir en fait si l'action avait bien été prise en compte. Donc la seule façon que vous aviez de vous rendre compte que l'action était bien effective, finalement, c'était la petite roue qui tourne sur votre navigateur, mais c'est trop peu comme indication, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Comme l'a dit Alizé, les temps de chargement peuvent être lents et très frustrants pour les utilisateurs qui deviennent de plus en plus impatients face à un système qui ne répond pas à leurs demandes. Pour information, Google considère qu'une page est lente si le temps de chargement est supérieur à 1 seconde et demie. Je ne plus sur le son. Voilà. Alors, un mauvais exemple concernant le feedback immédiat, c'est par exemple lorsque vous vous inscrivez sur le site de MyTF1. Donc, vous remplissez le formulaire et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on vous ramène sur la page d'accueil et vous n'avez pas de confirmation, vous ne savez pas si votre inscription a bien été prise en compte. La seule façon de s'en rendre compte, en fait, c'est qu'ils envoient un mail, mais encore faut-il avoir sa boîte mail ouverte ou son smartphone à proximité. Un bon exemple chez Agent Pepper, c'est le chargement du panier en Skeleton. En fait, on voit les formes du site web apparaître et donc ça nous permet d'avoir une indication et de dire votre contenu va arriver, donc de faire patienter l'utilisateur. Un autre bon exemple chez Adding, on voit ici que le bouton envoyer s'est transformé en jauge de chargement donc pour indiquer à l'utilisateur le temps de chargement. On peut aussi voir une petite roue animée ou une animation avec le logo et associée avec un message de confirmation lorsque l'utilisateur a effectué son action. Le deuxième principe concerne le menu de navigation avec le nombre de Miller et la loi de Hick. Le nombre de Miller, c'est l'idée que notre capacité de mémoire à court terme est limitée à retenir 7 plus ou moins 2 éléments. En fait, nous, êtres humains, nous sommes dotés de plusieurs types de mémoire. La mémoire à court terme est l'une de nos mémoires.
Et en fait, elle permet de retenir et de réutiliser une quantité limitée d'informations pendant un temps relativement court. Par exemple, si je vous donne un numéro de téléphone à retenir et que vous me le restituez immédiatement, là, vous allez faire appel à votre mémoire à court terme ou mémoire de travail. La loi de Hicks, c'est l'idée que plus on offre de choix à l'utilisateur et plus il va mettre du temps à prendre une décision en fonction du nombre de choix à sa disposition. Pour ça, il y a une expérience qui a été faite par Sheena Iyengar et Mark Lepper, au cours de laquelle, en fait, ils ont donné un coupon de réduction à un panel de consommateurs pour acheter des confitures. Et ils ont fait 2 conditions. Dans la première condition, on présentait aux consommateurs 24 pots de confiture dans le rayon. Et dans la seconde, on présentait seulement 6 pots de confiture. Eh bien, figurez-vous que les gens achètent 10 fois moins souvent lorsqu'il y a 24 pots de confiture que lorsqu'il y en a 6. En fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de choix élevé installe le doute chez l'utilisateur. Donc, il va préférer passer son chemin plutôt que de prendre une mauvaise décision. Pour prendre un exemple un petit peu plus concret, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce plaisir d'aller au restaurant et de découvrir une carte des menus, et là, c'est un peu la même chose. Quand on a une carte avec trop de choix et trop de menus, on va prendre plus de temps à prendre notre décision sur le plat que l'on va commander. Alors, on va avoir des questions qui vont s'installer. Est-ce qu'on prend la même chose que la dernière fois? Est-ce qu'on change? Mais si je change, est-ce que je risque pas d'être déçue? Etc. Donc, un mauvais exemple, c'est le site Lawrence. En fait, ici, comme vous pouvez le voir sur le menu, on a déjà 10 entrées dans la navigation. C'est déjà beaucoup. Et on a 3 couleurs mises en avant, avec le rose à gauche et le rouge et le jaune à droite. Et puis, en plus, on a des stylets de couleurs qui perturbent le style actif. Donc, on a du mal à bien voir la navigation. Un bon exemple, sur le site des ordres, on a 6 onglets de navigation bien mis en avant, avec une hiérarchisation du contenu et une mise en avant des contenus par les images. Nous, ce qu'on fait à LunaWeb pour créer une arborescence, on utilise beaucoup le système de carte mentale, notamment avec le logiciel MindMaster par exemple. En fait, ça va permettre de poser et d'organiser les idées. En plus de ça, il est important de prendre en compte les objectifs de votre site. Quels sont-ils? Donc, est-ce que ça va être vendre des produits, développer le nombre de contacts, réserver une chambre, etc. Et en fait, vos objectifs avec la mise à plat de l'arborescence va vous permettre de définir votre menu de navigation. Le troisième principe concerne l'organisation de l'information avec les théories de la Gestalt, qui sont issues de la psychologie de la perception. L'idée des théories de la Gestalt, c'est que notre cerveau perçoit le monde comme un ensemble de formes. Première loi, la loi de proximité, c'est-à-dire qu'on a tendance à associer les éléments proches et au contraire à dissocier les éléments éloignés. Ici, on perçoit un carré et 3 rectangles. La loi de la similarité, c'est qu'on a tendance à associer ensemble les éléments qui sont similaires et au contraire à dissocier les éléments différents. Donc, ça peut être différenciant par la taille, la forme, la couleur. Ici, on perçoit des ronds blancs et des ronds noirs. Et puis enfin, on a la loi de continuité. L'idée, c'est qu'on a tendance à percevoir des formes à travers des points rapprochés, en fait, comme s'ils étaient des prolongements des uns par rapport aux autres. Donc ici, on va percevoir un rond et un carré. Un mauvais exemple, c'est sur le groupe LDLC et leur page d'accueil. En fait, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a beaucoup d'images, on a des éléments qui ne sont pas dissociés ou pas dissociables. On n'arrive pas à distinguer ce qui est cliquable de ce qui ne l'est pas, où le site veut nous emmener. Et les textes, en fait, en naviguant un petit peu plus, on découvre que les textes sont en fait les rubriques de menu de navigation du site. Un bon exemple sur France TV. Ici, on remarque tout de suite l'organisation de l'information sur la page, avec 3 rubriques bien distinctes, qui concernent aussi 3 buts distincts pour l'utilisateur. Donc, je vais avoir le choix entre regarder le direct, en direct sur mes chaînes. Je vais aussi avoir des contenus personnalisés que le site m'apporte. C'est un plus en termes d'expérience utilisateur, voilà, recommandé pour vous. Et en plus, j'ai accès à des films qui sont déjà disponibles en replay, alors qu'ils n'ont pas encore été diffusés. Le 4e principe concerne la fiche produit avec la loi de Jacob. En fait, la loi de Jacob prend le parti d'utiliser les conventions existantes du web pour concevoir des interfaces. Ça a été fait par Jacob Nielsen du groupe Nielsen et Norman.
En fait, ce qu'il dit, c'est que les utilisateurs passent la majorité de leur temps sur d'autres sites. Donc, ça signifie que les utilisateurs préfèrent que votre site fonctionne comme ceux qu'ils connaissent déjà. C'est un peu l'apprentissage d'utilisation. On a donc des utilisateurs qui possèdent un modèle universel, que ce soit pour un site e-commerce, une application bancaire ou une boîte de réception. Donc, l'idée, c'est qu'avoir un design familier, c'est le sujet central de cette loi. Donc, vos utilisateurs vont s'attendre à trouver certains éléments sur votre site web, comme par exemple le menu, qui est un incontournable pour naviguer. Un mauvais exemple ici sur le site Drôle de Monsieur. Donc, on voit qu'on a une fiche produit peu conventionnelle, on a des prix qui sont très peu visibles, et en plus de ça, on a une navigation qui se fait de manière horizontale. Donc, on a une fiche produit finalement qui ressemble à un listing d'articles, et c'est compliqué pour l'utilisateur de s'y retrouver. Autre mauvais exemple sur le site Orica, avec un bouton d'ajout au panier qui est peu visible et en plus qui a une place peu conventionnelle, puisqu'il se situe en haut à droite si vous ne l'aviez pas vu. Et on a une surcharge informationnelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'images, beaucoup de texte. En fait, sur une fiche produit, il faut vraiment faire au plus simple. J'ai le produit, une petite description, son prix, et je peux l'ajouter au panier. Comme on va le voir avec le site Sarenta. Voilà, on a quelque chose de très simple, clair pour l'utilisateur, en plus avec un design familier. Petite astuce, vous pouvez aussi diminuer le risque perçu pour l'utilisateur en affichant plusieurs images du produit. Comme ça, il peut le voir sous différents angles et ça va le rassurer dans son achat. Principe numéro 5, les boutons d'appel à action avec l'affordance et la loi de Fitts. Qu'est-ce que l'affordance? L'affordance, c'est la capacité d'un objet à suggérer sa propre utilisation. Donc, par exemple, ici sur la page du logiciel Oja, logiciel qui permet d'analyser le comportement des visiteurs d'un site internet grâce à des cartes de chaleur. On a des cartes de clic, de scroll. Je vous conseille d'aller voir, c'est un logiciel très intéressant que nous, on utilise ici pour nos analyses. Et donc, en fait, Alizé a décoloré l'interface pour enlever tout point de salience d'affordance. Donc, on ne voit plus qu'une page écrite en noir et gris. Donc, on n'offre pas vraiment de but à l'utilisateur. Au contraire, lorsque l'on voit ici la page, donc la vraie page, qui est donc colorée, on voit vers où le site veut nous amener, c'est-à-dire faire un essai gratuit pour derrière peut-être nous convaincre. Donc, afficher un bouton d'appel à action à plusieurs endroits, en fait, ça permet aux utilisateurs de s'y familiariser et donc de savoir qu'à tout moment, ils peuvent cliquer là pour faire un essai. Et en plus, ça augmente leur chance qu'ils cliquent dessus. La loi de Fitts, c'est le temps nécessaire pour atteindre un objet cible. C'est-à-dire que plus on l'atteint rapidement, et plus il est considéré comme pratique et facile à utiliser. En fait, Paul Fitts a utilisé cette loi pour améliorer l'ergonomie des cockpits d'avion. Et donc l'idée, c'est que plus la distance vers la cible à atteindre sera éloignée, plus sa taille devra être augmentée. Donc on reprend ici le site Sarenta avec le bouton « Ajouter au panier » qui est proche de l'image et qui en plus est assez gros pour y avoir accès facilement. Principe numéro 6 avec le guidage et la gestion des erreurs. Le guidage, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour guider l'utilisateur vers son but. Il s'agit d'ailleurs d'un critère de Bastien-Escapin. L'idée du guidage, c'est que votre utilisateur doit savoir à tout moment où il se trouve sur votre interface, d'où il vient et où est-ce qu'il peut se diriger, où est-ce qu'il peut aller sur l'interface. Donc, un mauvais exemple ici avec le site Aquatiris, avec le formulaire de contact. En fait, on a un formulaire très très long avec beaucoup de champs à remplir. En plus, on remarque que les intitulés sont loin des champs à remplir par rapport à la loi de proximité de tout à l'heure. Et donc, en fait, ça peut décourager l'utilisateur. L'idée, ça va être de se concentrer sur les informations essentielles que vous souhaitez recueillir, quitte à, une fois que le formulaire est envoyé par l'utilisateur, de poser des questions complémentaires. Ce sera plus simple pour lui d'y répondre. Un bon exemple de formulaire, c'est sur le site Loco. En fait, ils ont scindé leur formulaire en plusieurs étapes, et donc on a vraiment un formulaire étape par étape qui va guider l'utilisateur.
en fait, ce qui se passe, c'est comme l'utilisateur accomplit de petits buts pas à pas, et ben en fait, il va avoir l'impression que la complétion dure moins longtemps. On ajoutera aussi qu'il faut avoir bien évidemment des étapes logiques. Par exemple, on va éviter de demander le code postal avant le numéro de la rue, parce que ça paraît plus naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les formulaires en plusieurs étapes avaient un taux de conversion de 13,85% contre 4,53% ceux qui tenaient uniquement sur une page. Donc, il y a vraiment une plus-value lorsqu'on a un formulaire assez long à le scinder en plusieurs étapes. On va maintenant parler de la gestion des erreurs, donc qui est aussi un des critères de Bastien et Scapin. Et donc là, il faut indiquer à l'utilisateur qu'il s'est trompé, mais tout en lui montrant rapidement comment est-ce qu'il peut se corriger. On a ici, sur le site France TV, un peu comme sur MyTF1, en fait, on n'a pas de message d'erreur qui s'affiche au moment où on s'inscrit. Ça rejoint aussi le principe de feedback immédiat. Donc, on n'informe pas l'utilisateur qu'il y a une erreur. Là où le site se loger, en fait, on informe dans la complétion du champ de mot de passe à l'utilisateur qu'il a bien ces 8 caractères minimum, qu'il a bien une majuscule. Donc, en fait, il va compléter son mot de passe tout en sachant qu'il l'a très bien fait. Et au moment où il va créer son compte, il sait qu'il n'y aura pas d'erreur à s'afficher. Donc, il ne sera pas obligé de revenir dessus pour refaire ou même de trouver l'erreur dans son mot de passe. Donc, ça va être plus confortable et plus satisfaisant pour lui de savoir en temps réel quel élément il manque. Principe numéro 7, le tunnel d'achat avec les actions minimales. Et donc là, un quiz. Ici la régie, on vous lance le vote. Donc, selon une étude de la FEVAD, le taux d'abandon de panier tous secteurs confondus se situe entre, selon vous, 30 ou 40%, 50 ou 60%, 70 et 80%. Et donc, nous avons comme réponse 70-80%. Je repasse le micro aux filles. Merci. Ouais. Voilà. Ah, oui. Hop. Donc effectivement, c'est ça. En fait, le taux d'abandon de panier, tous secteurs confondus, se situe entre 70 et 80%. Même ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 15 à 30% des visiteurs abandonnent leur achat au cours du processus de paiement. Donc, l'idée derrière les actions minimales, qui est aussi un des critères de Bastien et Scapin, c'est que réduire la charge de travail sur une interface dans le but de fournir à l'utilisateur des actions dirigées vers son but à accomplir. Il faut réduire la charge de travail. Donc, un mauvais exemple, ici par exemple sur le site de Decathlon, quand on va remplir ces informations bancaires, on va avoir envie de cliquer sur le premier bouton « Payer » en bas à droite, puisque c'est le chemin naturel après avoir rempli ces informations bancaires. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à droite aussi, on a un bouton « Payer » et en plus, on a une case à cocher qui nous permet d'accéder au paiement. Donc, on a beaucoup d'informations à l'écran, ce qui ne va pas diriger l'utilisateur vers son but et peut l'amener à faire des erreurs. Un bon exemple, c'est sur le site Payo, où là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a concentré l'ensemble des informations étape par étape, en enlevant le menu de navigation, même si bien évidemment on peut revenir au site en cliquant sur « Retour ». Donc on est vraiment concentré sur le tunnel d'achat et sur le paiement. On peut même augmenter la satisfaction en proposant à l'utilisateur de choisir son échantillon. Et puis, comme l'a dit Alizé tout à l'heure, on peut aussi simplifier le paiement en évitant la création de compte et donc en effectuant l'achat en un clic. Ça augmente la conversion parce que c'est moins coûteux en temps. D'autres exemples aussi, vous pouvez diminuer la douleur associée au paiement, puisqu'un paiement est toujours associé à une douleur, en proposant le paiement en plusieurs fois sans frais, ou diminuer le risque perçu à l'achat d'un produit en proposant un retour gratuit et en indiquant les conditions de retour du produit.
Dernier principe avec le petit plus concernant l'accessibilité. Donc l'accessibilité, en fait, ce sont les moyens mis en œuvre pour permettre à l'ensemble des utilisateurs d'accéder au contenu web, quelle que soit leur capacité, leur dispositif d'accès ou leurs conditions d'environnement. C'est vrai qu'on a tendance à réduire l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Or, ce qui sert pour les personnes en situation de handicap est également important pour une personne qui, elle, n'est pas en situation de handicap. Par exemple, si je travaille de nuit, la nuit, je veux avoir la possibilité d'augmenter la luminosité de mon écran et ça me servira. Et ça rejoint l'accessibilité. Donc pour ça, par exemple, sur l'accessibilité des couleurs avec le contraste, on a le plugin Start de Sketch, en fait, où on a un rapport de contraste entre l'élément situé en arrière-plan et au devant. Et ça, c'est en adéquation avec le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, donc qui est aujourd'hui en fait un référentiel de base pour l'accessibilité. Et on a aussi le site Trello qui propose, lui, d'ajouter des motifs en plus de la couleur. Pourquoi? Parce que c'est plus facilement distinguable, notamment pour les personnes qui sont daltoniennes. Aujourd'hui, il faut savoir que 4% de la population française est daltonienne. Donc, c'est un chiffre assez élevé. Donc, on peut potentiellement trouver une personne qui est daltonienne sur son site. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais communiquer une information uniquement par la couleur. On a aussi le Color Oracle, en fait, qui permet de simuler le daltonisme et donc de se rendre compte de la vision d'une personne daltonienne lorsqu'on fait des maquettes ou lorsqu'on met des couleurs, par exemple. Et puis, enfin, chose importante, il faut donner envie à l'utilisateur de revenir grâce à ce qu'on appelle le design émotionnel. Le design émotionnel, c'est l'idée que l'être humain est un être dirigé par ses émotions. Donc, il va être important d'intégrer l'émotion qui contribuera à favoriser une émotion positive et donc inciter l'utilisateur à revenir et à réitérer son achat. C'est l'exemple que donnait Alizé tout à l'heure avec le café. Donc ici, comment est-ce que ça peut se matérialiser? Donc là, c'est assez discret, mais ça fonctionne. On a par exemple un message personnalisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment le prénom de l'utilisateur, donc on vient l'interpoler. On n'a pas de monsieur ou madame. On donne directement son prénom. Et puis, on a un pouce disant qu'il a bien réussi, que sa commande est enregistrée. Tout ce qu'on vient de vous dire, on peut le faire comprendre de manière ludique grâce à plusieurs sites qui ont été créés, notamment les Ergo Games, qui ont été créés par Sogilist. Donc en fait, ce sont des jeux rapides qui démontrent en 2 versions, il y a un exemple et un contre-exemple, des principes ergonomiques. Vous pourrez aller voir, vous tapez Ergo Games sur Google et vous tomberez facilement sur ces petits jeux. Vous avez aussi le site 10 idées reçues sur l'UX, donc à contourner. Là, ça a été créé par Castor et Pollux, et en fait, c'est un quiz qui reprend 10 idées reçues sur l'UX, comme il le dit, et on a des explications claires et précises avec un vrai-faux, puis ensuite, on a l'explication. Et puis enfin, on a User Interface, donc on a enlevé le T, enfin, comme le T est proche du Y, ça arrive qu'on se trompe. C'est là la petite subtilité. Et donc, ça a été créé par Bayard. Et en fait, c'est un jeu de complétion d'un formulaire où ils ont mis dedans vraiment les pires pratiques en ergonomie web de complétion d'un formulaire. J'ai dû tenir à peine 30 secondes pour le compléter, tellement c'est affreux, horrible. On a vraiment les pires pratiques. Et puis, nous, de notre côté, avec Alizé, on travaille sur des cartes de préconisation en fait, qui reprennent des principes ergonomiques et psychologiques pour aider à la conception de nos interfaces de manière ludique. Enfin, comment améliorer votre taux de conversion? Pour ça, vous pouvez évaluer votre site web. Vous pouvez réaliser un audit UX. Donc, un audit UX, en fait, c'est l'évaluation de l'utilisabilité, qui est la facilité d'utilisation par un ou plusieurs experts en ergonomie d'interface sur la base de critères ergonomiques, donc par exemple les critères de Bastien et Scapin, qui sont éprouvés et validés scientifiquement. Donc, ce qu'on va y faire, on va synthétiser les points positifs et critiques de l'interface, puis proposer des solutions d'optimisation. Ça permet d'avoir un service au plus proche des attentes de vos utilisateurs, car facile d'utilisation. Et puis, on a une méthodologie qui implique directement les utilisateurs. Donc, le mieux, bien évidemment, c'est lorsque vous avez les 2 méthodos. Un test utilisateur, en fait, on va venir évaluer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire aussi bien les qualités pragmatiques, c'est-à-dire l'utilisabilité et l'utilité, mais aussi les qualités hédoniques,
c'est-à-dire la stimulation, est-ce que le site est original, créatif, captivant, et l'identification. Donc, c'est un service dans une démarche de conception centrée utilisateur. Et ce qu'on va faire pendant les tests utilisateurs, on va observer les comportements, les réactions et la performance grâce à des scénarios d'usage, que sont les scénarios les plus probables qu'un utilisateur peut réaliser sur votre interface. Et voilà, je laisse le mot de la fin à Alizée. Petite conclusion, donc en fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, on a donné quelques astuces et principes, mais il y en a vraiment plein d'autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les comportements d'achat et l'utilisation du web ont vraiment évolué et il y a une forte concurrence qui rend notre utilisateur infidèle et qui aura plus facilement tendance à délaisser un site favori s'il en trouve un autre plus optimisé. Encore une fois, si on reprend l'exemple du café, je vais peut-être faire 100 mètres de plus, mais aller dans un nouveau café qui est plutôt sympa plutôt que de retourner dans mon café favori. En fait, il faut vraiment vous poser des bonnes questions, des questions simples pour acquérir des utilisateurs, les convertir et les faire revenir. C'est a-t-on besoin de cette information et de ces champs? Est-ce que mon information principale sur mon site est claire? Est-ce que ma navigation, elle est simple, intuitive? Et est-ce que mon contenu est suffisamment aéré pour le confort de lecture? La recherche utilisateur, en fait, permet de mettre en lumière les points de friction et les freins lors de l'utilisation d'une interface. Et du coup, elle permet d'améliorer la fluidité du parcours de navigation. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce fameux entonnoir au tout début du webinaire, elle permet de fluidifier justement ces différentes strates pour concevoir un site qui soit le plus optimisé possible et permet du coup de mettre en place un premier levier pour augmenter le taux de conversion. On l'a vu aussi, il y a d'autres leviers, le nombre de visiteurs avec le SEO, la pub, le marketing. Mais finalement, la transformation, ça se passe avant, c'est le design émotionnel du site, la qualité de la rédaction, la fiche produit, la qualité des produits, etc. etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on va peut-être pouvoir remettre le son. Ouais. J'ai des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, voilà. Vous nous les posez, elles arrivent ici sur le petit chat de l'outil que nous utilisons et on va pouvoir les transmettre à Alizée et Justine de façon à ce qu'elles puissent vous répondre. Elles vont arriver là, les filles, si vous les regardez. Ouais, ok. Si beaucoup de questions, elles ne pourront peut-être pas répondre à tout, mais allez-y. Alors, on va en sélectionner 2 pour l'instant. Ah, ça, c'est ce que vous avez, ok. Oui. Sur votre exemple de se loger pour la gestion des erreurs, 2 points. Est-ce bon pour le taux de conversion de contraindre l'utilisateur à respecter un certain pattern de mot de passe? Pour ou contre afficher les mots de passe par défaut, ne pas cacher la saisie type texte au lieu de password. Alors, attends, je n'ai pas saisi, je relis. La gestion des erreurs, 2 points. Est-ce bon pour le taux de conversion de contraindre l'utilisateur à respecter un certain pattern de mot de passe? Forcément, oui, c'est notre exemple. On va dire que on aide l'utilisateur à remplir le mot de passe comme il faut en validant les fameuses petites coches de majuscules, tant de caractères, etc. Mais évidemment, on l'aide en faisant ça, mais je pense que c'est pas forcément une bonne pratique de pouvoir mettre ça en place. Et c'est parfois très difficile lorsqu'on a un certain type de mot de passe en tête, qui ne doit pas être évidemment le même sur tous les sites. Du coup, de rajouter encore et encore des choses comme des caractères spéciaux, etc., ça peut vraiment complexifier les choses. Donc, effectivement, je pense que passer par ça, c'est un peu compliqué. Après, c'est lié à la sécurité. Ouais, après, aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se mettent en place, comme on peut voir pour la sécurité, ou même des fois, Google, enfin Chrome, va nous proposer des mots de passe forts, etc. Donc, le mieux, c'est d'avoir ce qu'on appelle une petite banque de mots de passe et que c'est ça qui serve lorsqu'on crée un compte. Pour ou contre afficher les mots de passe par défaut, ne pas cacher la saisie, type texte au lieu de password. Ben là, c'est pour des questions de confidentialité, je pense. C'est bien de pouvoir afficher son mot de passe, de pouvoir savoir quand le mot de passe est créé, où est-ce que je me suis trompée, si j'ai bien une erreur, est-ce que c'est mon mot de passe habituel ou pas. C'est quand même intéressant de pouvoir le masquer quand même pour garder cette confidentialité-là. Je pense aujourd'hui, en plus, on est en plein cœur de ça, mais quand on est à faire des visios avec des clients et qu'on doit se connecter sur tel et tel logiciel,
c'est quand même intéressant de base qu'on puisse rentrer notre adresse email et qu'on puisse rentrer notre mot de passe et que celui-ci soit crypté par des petits points, plutôt que d'avoir la saisie directe, quoi. Je sais pas si après, ici, ça vient. Je te laisse enchaîner si tu veux. Attends, je vois rien. Ah. Il y avait sur la page produit d'un site e-commerce, est-il tentant de vouloir indiquer un ensemble d'informations visant à rassurer l'utilisateur avant son achat? Disponibilité en stock, moyens de paiement acceptés, délai de livraison, etc. Cependant, il y a alors un risque de surcharger la page produit. Comment trouver le juste milieu concernant la quantité d'informations à fournir? Oui, mais c'est toujours bien de rassurer l'utilisateur, ça c'est clair et net. Après, quoi mettre comme information? Bah, c'est là où vous allez, la recherche peut vous aider en fait. Qu'est-ce qu'un utilisateur souhaite avoir? Qu'est-ce qui va être vraiment le plus rassurant pour lui? Et de la recherche, vous pourrez en tirer des conclusions et donc afficher ou pas ces informations, juger si elles sont pertinentes ou pas à placer, à mettre de façon visible ou alors à les cacher. Après, il y a, si je prends l'exemple là, il y a Amazon, hein, qu'on connaît tous et qui, lui, a beaucoup de principes sur ses pages produits, de preuves sociales avec les étoiles, va avoir un prix et parfois le prix barré parce qu'il y a une promotion. Donc ça, c'est pareil, pour la conversion, c'est important. Le fait de voir les stocks, qu'on a des stocks peut-être qui vont bientôt se limiter ou qu'il n'y a plus de stock, etc. Enfin, plus de stock, on ne va pas vers le taux de conversion, mais en tout cas qu'il y a un stock limité, ben, ça peut créer une situation un peu d'urgence pour l'utilisateur qui va du coup aller acheter son produit. Il y a effectivement des choses et un juste milieu à trouver dans tout ça, mais pour autant, toutes ces pratiques-là, elles sont très intéressantes quand on a une fiche produit et qu'on veut convertir. Et ce qu'il faut juste essayer de travailler, c'est peut-être l'enchaînement de ces blocs-là dans la page, parce qu'évidemment, sur Amazon, tout est regroupé en haut de la page, c'est pas très esthétique, mais en taux de conversion, ça marche. Là où il faudrait essayer de le travailler, c'est en reprenant les principes que Justine a évoqués tout à l'heure, avec peut-être les lois de la Gestalt, le côté proximité, similarité. C'est là où on va pouvoir créer des repères visuels pour l'utilisateur qui font qu'il va descendre plus ou moins dans la page et qui va bien différencier les différentes sections tout en étant rassuré et tout en étant poussé à concrétiser ton achat, quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Trois autres questions. Ok, donc les suivantes. Pour les tests de vérification, combien de personnes réelles sont testées? C'est une agence spécialisée qui s'en occupe, on les observe en vrai ou par sondage. Donc le mieux pour les tests utilisateurs, c'est de les observer en vrai, de les observer, réaliser des actions sur le site grâce à des scénarios d'usage. Donc en fait, ce qui est dit, c'est que 6 utilisateurs permettent de détecter 80% des problèmes d'utilisabilité de votre site. Donc à partir de 6, déjà c'est très bien. Vous allez avoir des réponses et vous allez pouvoir détecter un maximum de problèmes sur le site. Et c'est une agence spécialisée qui s'en occupe. Bah, il faut avoir des connaissances en UX Research, en UX Design, principalement. Alors après, on a une question. Quelles bonnes habitudes sont à prendre pour avoir un avant-après de la mesure du taux de conversion lors d'une refonte? Je pense que déjà, les bonnes habitudes à prendre, c'est avant de passer à la refonte, je dirais de base, c'est de consulter ces statistiques et peut-être en mémoriser du coup pas mal pour savoir qu'est-ce qui pêche sur quelle page, quel est le taux de rebond de telle ou telle page, qu'est-ce qui marche bien, etc., pour que lors de la refonte, vous puissiez prendre en compte ces critères-là et finalement les mesurer une fois que la refonte est en place. Une refonte ne veut pas dire que voilà, c'est fait, c'est en ligne et c'est terminé. On peut toujours itérer dessus sur une refonte. On peut y mettre des tests utilisateurs et c'est là aussi où on va continuer à mesurer le taux de conversion et à l'améliorer. Il y avait la troisième question du coup. Et dans le cas de la création d'une interface nouvelle, peut-on suivre le taux de conversion pour rectifier le tir? Donc là, dans le cas de la création, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans le cas d'une création d'interface nouvelle, peut-on suivre le taux de conversion pour rectifier le tir? Finalement, c'est dans la continuité de la question précédente, quelque part. Ce taux de conversion-là, il va au fur et à mesure changer par rapport aux pratiques que vous mettez en place sur votre site. Et finalement, c'est là où vous pouvez tester des choses. Donc, quand vous avez une refonte en place, vous pouvez mettre en place de l'A/B testing et que ce soit sur le positionnement d'un bouton, même sa couleur,
Et finalement, c'est en travaillant sur ces points-là que vous allez voir si derrière, les données bougent et augmentent et si les statistiques sont mieux qu'auparavant. Et auquel cas, vous allez privilégier une solution plutôt qu'une autre, en fait. Donc, c'est jamais figé quelque part. La dernière, là. On lit beaucoup que les carousels sont de mauvaises pratiques car ne convertissent pas du tout dès le deuxième slide, mais énormément de e-shops ont des carousels sur leur page, y compris Amazon. Vous avez des retours ou de la data perso sur ça? Le problème des carousels, c'est que ça surcharge l'information bien souvent. C'est-à-dire qu'on a une énorme image et en fait, les utilisateurs sont habitués de la même façon que les offres promo, souvent des images et tout ça, en fait, l'utilisateur inconsciemment fait abstraction de ces images-là et va aller aux informations qui l'intéressent. Donc après, moi, je n'ai pas de data là-dessus, mais c'est ce que je peux observer sur les sites internet, c'est qu'en fait, l'utilisateur, effectivement, même sur Roger, on peut le voir, il ne clique pas du tout sur les carousels. En fait, il sait que c'est un carrousel, il se dit qu'il ne va pas trouver l'information et il va passer cette image de façon inconsciente. Donc effectivement, c'est de moins en moins une bonne pratique, je dirais. Enfin, je ne sais pas si elle est... Ouais, non, je n'ai pas de data là-dessus non plus. Après, je te rejoins sur tout ça. C'est sûr que les carousels, il ne faut pas les utiliser un peu à tire-larigot sur n'importe quel site. Il faut qu'il y ait vraiment un but derrière. Et ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur, il va rentrer sur le site, il va avoir la première slide. Et en fait, finalement, dans un carrousel, on sait que les slides derrière sont globalement au même niveau. Donc, si on n'a pas l'info qu'on cherche au premier slide, on ne va pas aller cliquer pour aller voir l'information qui suit, etc., puisqu'on ne sait pas si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, en fait, les utilisateurs vont avoir tendance à rentrer directement dans la navigation ou à aller sur la barre de recherche pour taper ce qu'ils ont en tête et trouver la réponse à leurs questions. Après, les carousels sur des fiches produits, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être hyper intéressant quand l'utilisateur passe lui-même, bien sûr, les images. Mais là, pour le coup, c'est utilisé à très bon escient. Donc, c'est encore une fois, tout dépend du site et tout dépend de là où c'est placé sur un portfolio demain pour voilà, des étudiants qui veulent répondre à une annonce. Finalement, sur un portfolio, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs slides sur un carrousel ou bien de les avoir dans la page. Mais là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. On va prendre une dernière question, du coup. Celle-ci Non, et celle-là, Damien? Ouais, par exemple, mais choisissez. Oui. Ah oui, alors, très bonne question. Comment fait-on de la pédagogie auprès des clients pour faire comprendre l'importance de ces lois ergonomiques? C'est toujours toute la complexité. Moi, ce que je fais souvent quand c'est possible, je fais un test utilisateur en fait, et par les résultats souvent qui sont très mauvais, je dis vous voyez là, vos utilisateurs ils mettent 10 minutes pour trouver le bouton ajouter au panier ou pour être dans un tunnel d'achat. Et là, après, derrière, on peut apporter des lois, des principes psychologiques et ergonomiques pour leur faire comprendre. Mais pour être pédagogique, en fait, il faut leur montrer ce que font leurs utilisateurs par de la donnée représentative. Je pense que c'est Ouais, et de mon côté, en atelier, c'est quand même souvent arrivé que, en fait, ces lois-là qu'on va ressortir pendant un atelier, c'est souvent arrivé que les clients en face soient hyper réceptifs pour le coup à ça. Parce que finalement, c'est pas quelque chose que nous, designers, on va, entre guillemets, inventer pour s'en sortir et pour faire passer notre interface et notre envie. C'est appuyer sur des principes qui sont psychologiques, qui sont prouvés scientifiquement. Et du coup, au moment de sortir le nom du principe, au moment d'expliquer ce qu'il y a derrière les lois de la Gestalt ou le nombre de Miller ou autre, et bien finalement, c'est de leur expliquer par un exemple concret du quotidien comment ça va les impacter. Et en se rendant compte de l'exemple concret, ils arrivent à nous faire vraiment confiance sur ces choses-là et à comprendre l'expertise qu'on peut leur apporter. Et que ce n'est pas simplement une question de goût. C'est arrivé souvent, notamment pour la loi de Hick, je crois, d'avoir quelqu'un qui veut tout mettre sur sa page, qui veut vraiment mettre plein de choses, que ce soit un menu de navigation ou du contenu ou autre. Et là, on va lui dire clairement que finalement, dans un restaurant, comme l'exemple que tu disais tout à l'heure, on va avoir des restaurants qui font énormément de choses. On va avoir des cartes complètes, comme des restaurants qui font pizzeria, pâtes, salades, panini, galettes, crêpes, enfin tout ce qu'on veut. Et finalement, contrairement à un restaurant où on va avoir 2 choix d'entrée, 2 choix de plats, 2 choix de dessert à l'ardoise, et où en quelques secondes, limite, on n'a même pas le temps de réfléchir, le serveur arrive avec l'ardoise, donc c'est direct ce qu'on va prendre puisqu'on va éliminer le choix qui nous plaît le moins et donc forcément par défaut prendre l'autre choix.
Du coup, il n'y a pas de questions à se poser, on n'est pas déçu. À l'inverse d'un autre restaurant où là, on ne va pas oser prendre autre chose que ce qu'on prend d'habitude, de peur d'être déçu, de peur d'hésiter. Et par exemple, si notre conjoint ou la personne en face de nous va prendre un plat peut-être un peu différent, ben on va être déçu d'avoir pris la même chose parce que finalement, on aurait bien aimé prendre ce risque-là. Et en donnant des exemples concrets du quotidien comme ça à nos clients, on arrive à leur faire comprendre que ça peut aussi s'appliquer sur le web. Et c'est là où c'est intéressant. Voilà. Ils ont d'analogie, donc. Exactement. Ok, super. Bon, merci à toutes les deux. Merci à vous. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous accueillir pour ce premier format. De l'autre côté, il va nous rester à vous remercier d'avoir participé à ce premier format de webinar. Avant de vous sauver, si vous voulez bien, puisque comme c'est une version test, entre guillemets, que nous avons fait ce soir, ce serait gentil de participer à ce petit sondage que nous allons vous envoyer pour nous dire si vous donnez votre avis sur ce webinar, tout confondu, avec ce petit système d'étoiles. Si vous avez des commentaires un peu plus larges à nous faire, vous pouvez le faire sur Twitter ou sur le Meetup, comme vous avez déjà commencé à le faire tout à l'heure. Et pour info, cette conférence, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, vous pourrez y accéder par la suite si vous avez envie de voir et revoir. Donc voilà, je publie le vote. Globalement, vous êtes à peu près tous contents, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc nous, ça nous permettra de pourquoi pas refaire un autre webinaire autour de l'UX design et puis surtout continuer à pouvoir échanger avec vous pendant cette période où on ne peut pas faire l'événement en présentiel, mais on espère bientôt vous retrouver en tout cas. C'est ça. Pour une fois, il n'y aura pas de petite bière ou de petite limonade avec un saucisson ou une petite carotte, je ne sais quoi, une petite planche de légumes après cette conférence. Mais bon, le cœur y est. Puis on espère vous revoir bientôt. On vous remercie encore une fois. Merci à Lizzie et Justine. Merci Et puis à à vous. l'agence Web aussi, notre sponsor, qui a bien voulu nous aider sur cette partie technique pour cette première. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.